Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette haute édition d'information sur Equinox Télévision. À Douala, les populations le retour des pluies donne les surfroids aux populations qui habitent les zones à risque. Ces populations demandent ainsi à la communauté urbaine de procéder au curage des drains afin d'éviter les inondations. Et puis, nouvelle journée difficile que vient de vivre la FIFA après l'annonce de la démission de son président. L'étau se resserre. Interpol a émis 6 avis de recherche, dont 2 visant deux responsables de la Fédération internationale de football association. Et d'après la presse américaine, c'est désormais Sepp Blatter qui est visé par une enquête. Restons toujours autour de cette actualité, autour de la FIFA, avec le gouvernement sud-africain qui nie avoir versé des pots de vin pour obtenir l'organisation du Mondial 2010. Le ministre des Sports du pays arc-en-ciel a fait cette déclaration, c'était ce jour, au cours d'une conférence de presse donnée à Johannesburg. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Comme nous le disions il y a quelques instants seulement, les populations qui habitent les zones à risque, la ville de Douala, invitent la communauté urbaine à entreprendre dans l'urgence les travaux pour le curage des drains ainsi que le nettoyage des rigoles afin de les éloigner des inondations que l'on a souvent vécues depuis le recours des pluies dans la capitale économique. Dani Warenzede et Sylvestre Hippolyte Zangaou ont fait le tour de certains de ces quartiers à risque. Voici leur reportage. Vallée Saint-Thomas, Douala 3e. La rivière Kondi est presque déjà sortie de son lit, après seulement quelques pluies dans la capitale économique du Cameroun. Une image qui suscite la crainte des populations, dont le sommeil est souvent perturbé en période de grande crue à cause des inondations. La situation est assez grave parce que quand les eaux montent, les enfants ne peuvent pas passer. Il faut les transporter sur le dos. Nous créons pour nos enfants. On perd le sommeil tout le temps. L'eau ne circule pas normalement et quand à un certain niveau il pleut abondamment, l'eau vient nous envahir dans nos maisons. Quand la saison pluvieuse arrive, une simple petite pluie, nous sommes déjà dans l'inondation. Vraiment, les caniveaux ici, ça ne circule pas. Les habitants du quartier Saint-Thomas souhaitent que la communauté urbaine de Douala effectue les travaux qui s'imposent sur la rivière avant le retour de la grande saison des pluies. Il fallait plutôt surmonter le pont, drainer les eaux tout droit, pas serpenter. On a juste essayé de surmonter la route, mais on n'a pas cherché quoi faire pour que les eaux puissent circuler normalement. C'était juste pour qu'on puisse traverser avec les véhicules, mais on n'a pas trouvé la solution à l'eau, parce que ça n'a même pas résolu 1 centime du problème qu'il y a ici. Il faut que la communauté urbaine, en faisant le grain, peut-être ça peut un peu changer. Par crainte des inondations, certains habitants ont déjà anticipé en abandonnant leur domicile. L'urgence des travaux pour curer les drains est également signalée à la vallée Bessengue, où les habitants dorment aussi souvent la peur au ventre à chaque pluie. Le pont sur la rivière qui arrose le quartier Grand Moulin et bien d'autres sites sont à prendre en compte. À Yaoundé, où les coupures de l'énergie électrique se multiplient, eh bien, les habitants de la capitale se disent exaspérés par le désagrément causé par cette absence de l'énergie électrique. Ils réagissent dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Ne vous y trompez pas, cette machine à bois qui tourne à plein régime n'est pas souvent en activité. Ce matin même, ce n'est qu'à 13 h qu'elle a pu être mise en marche, une coupure d'énergie électrique étant intervenue aux premières heures de la journée. Il a donc fallu attendre, ici au quartier Montée du Parc, qui abrite pourtant une base haute tension ravitaillant Yaoundé en électricité provenant des DEA. Comme quoi, près de Dieu, mal loti. Bon, la semaine passée, on a eu les coupures courant presque 4 jours. Mais au matin aussi, c'est parti. C'est venu qu'à 13 h. Bon, nous, on ne comprend pas ce qui se passe ici au Cameroun. Bon, là, on se demande où ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. C'est aussi le cas dans le reste de la ville de Yaoundé, où tous les quartiers sont frappés du syndrome des coupures d'électricité intempestives. Personne n'est épargné, du fonctionnaire au commerçant, en passant par l'étudiant. Les coupures là, vraiment, ça nous dérange. Ça nous dérange énormément. 19 h là, il y a des séries de coupures, des séries, ça a des intervalles, des périodes. Par exemple, ça veut faire, à 19 h ça se coupe, ça fait même 30 minutes de coupure.
ainsi de suite, même jusqu'à minuit. Cette situation s'accompagne naturellement de lourdes conséquences, à l'exemple des techniciens, désormais contraints d'ajourner leur délai de livraison. Imaginez pour un technicien qui fait un programme et il donne un délai respecté et puis il se retrouve dans les commissariats en train de justifier le fait qu'il n'ait pas livré son travail délai à cause d'une société qui gagne son argent. C'est encore une discute, c'est une argent propre. Quand tu ne payes pas, il te coupe carrément. Mais qui est responsable de tous ces désagréments? Pour le public, le coupable est trouvé. Eneo, la société d'énergie électrique, qui est accusée par ailleurs de ne tenir compte des réclamations de la clientèle. Eneo, c'est comme une maison fermée. Même si c'est une quittance qui est plus forte, vous allez réclamer, on vous dit payez d'abord. Donc vous n'avez... Eneo, ce n'est pas une maison où on négocie. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent et ils font comme ils veulent. Des critiques qu'Eneo rejette, le fournisseur d'énergie électrique explique dans un communiqué qu'il doit faire face à une sévère baisse des régimes de la Sanaga, marquée par un important déficit en eau, lequel empêche les barrages de Sonlolo et de Déa de garantir la demande en énergie électrique sur l'ensemble du réseau national. En attendant, un slogan fait fureur dans les quartiers. Avec Eneo, vous allez aimer l'obscurité. Parlons à présent de cette découverte macabre faite en Konsamba, plus précisément au lieu d'Imbale Soumtoum, où le corps d'un jeune homme en état de putréfaction avancée a été retrouvé dans son domicile. L'infortuné se serait donné la mort par pendaison. Plus de précisions avec Cyrine Djemba et Viviane Kamoa. Le corps de Luc Essogo, communément appelé Echomeyon, a été retrouvé pendu au bout d'une corde dans son domicile situé à Baressoumtou, à Konsamba, dans le département du Mungu. Au moment de la découverte macabre, sa dépouille était en état de putréfaction avancée. Les voisins affirment avoir été attirés par une odeur nauséabonde qui a attiré l'attention des riverains. Son voisin a dit qu'il sentait l'odeur de quelque chose depuis la veille et qu'il croyait que c'est la souris qu'on a jetée. Mais plus le jour avançait, plus l'odeur aussi sortait. C'est là où il a dit à ses enfants d'aller chercher, là où on a jeté la souris, on ramasse pour jeter. Les enfants en fouillant alors sont tombés devant la porte de ce monsieur. Et comme les enfants sont curieux, ils ont mis l'œil par le trou de la planche. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était suspendu. Alors ils ont couru venir dire à leur père qu'il y a quelqu'un qui est suspendu dans la maison là, et ça sent. C'était un corps qui a fait au moins 8 jours là sur place, on ne savait pas. C'est quand ça a commencé à dégager un niveau qu'on a dit. Et puis, comme nous sommes du métier et du quartier, on était obligés d'assister et on a fait, le travail a été fait. Selon des informations recueillies sur place, Essogo Luc, la soixantaine sonnée, vivait seul depuis plusieurs années. Mais il n'a pas de contact avec les gens du quartier, on ne le connaît pas. Une situation qui a poussé les responsables de la commune d'arrondissement de Konsamba 1er à prendre des dispositions pour l'inhumation du défunt au cimetière municipal de Konsamba. Donc Konsamba, nous nous rendons à Tchang, ou plus précisément au marché B, où 2 boutiques ont été consumées par les flammes. Le bilan de cet incendie fait environ de 50 millions de francs CFA de pertes. Le récit des faits avec Leclerc Takem et Flavien Valondongo. Le phénomène dénommé incendie était de passage au marché B de la ville de Tchang. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Des sources révèlent que 2 boutiques sont parties en fumée avec tout leur contenu. Nous sommes sortis, on a vu que la boutique était tellement incendiée qu'on ne pouvait rien récupérer. Mais on a essayé de casser les voisins pour sortir les choses éclatées dehors. Mais vraiment le feu est tellement grave, la pression. Impuissante, la population sortie en liesse n'a pas pu sauver quoi que ce soit, mais elle a réussi à circonscrire les flammes pour éviter la propagation. L'un des propriétaires des boutiques calcinées a cru que l'annonce de l'incendie, quoique survenu dans la nuit, était un canular. Que non. J'ai cru que peut-être c'est une manière pour les braqueurs de me flatter puis m'agresser. J'ai fait un peu résistance 10 minutes. Ils ont changé de technique. Ils disent plutôt bandit, bandit. Quand ils se sont exprimés ainsi, je suis sorti. Ils disent plutôt que la boutique est en train de... J'ai vu l'intensité du feu à plus de 150 degrés. Je me suis reculé. Le jour levé, les forces de l'ordre descendues sur les lieux de l'incendie tentent de voir clair sur la situation. Une enquête venait d'être ouverte.
Entre-temps, une estimation des biens partis en fumée est faite. Chez moi, je ne pouvais plus rien sauver. Mais j'ai au moins aussi moins cassé chez le voisin pour qu'on sauve ces choses. L'estimation a plus de 50 millions. Parce que donner le chiffre exact pour le moment, c'est impossible. Des commerçants venus de tous les coins de la zone ont envahi le site pour récupérer des éléments qui ont résisté aux flammes. Les incendies n'auront pas cessé de faire des victimes. Les déguerpissements des populations de Komba Bonaberi, point kilométrique 14 à 17, Diboum 1 constitue de la vie de certains un drame social et humain. Auprès de ces populations victimes ou non des évictions, le sentiment d'abandon par les pouvoirs publics va grandissant. Une meilleure gestion foncière pour un logement décent au Cameroun est possible. Un avant-projet de loi dans ce sens est en élaboration. C'est d'abord parce que le cadre légal en matière foncière et en matière d'éviction n'est pas suffisant chez nous. Et en plus, il n'existe aucun texte au Cameroun sur le logement décent. Et nous avons estimé que c'était un instrument qui devait contribuer à mieux encadrer l'éviction, qui ne devient plus une éviction forcée, mais une éviction légale. L'Église catholique, sensible au traitement infligé à ces populations, appelle les pouvoirs publics à plus de respect de la dignité humaine. Lorsque on procède aux évictions, qu'on essaye d'amener les populations à comprendre leur rôle dans le développement de la ville, l'embellissement de la ville, et qu'on le fasse avec méthode. Face à ce drame social et humain, l'Église catholique ne manque pas de mettre les populations face à leurs responsabilités. Installation de manière anarchique sur les domaines publics ou privés de l'État sans en avoir le droit. Avant de s'installer quelque part, il faut vérifier, n'est-ce pas, auprès des services compétents, si le lieu, l'endroit est libre, si vous avez le droit de vous y installer. La responsabilité de mettre fin aux évictions forcées incombe principalement à l'État. Quelques pistes existent. Il y a la voie de la négociation. À partir du document cadre de proposition alternative que nous avons élaboré, qui propose à l'autorité publique quelques pistes pour corriger les dérapages qu'il y a eu. Mais il y a la procédure judiciaire qui peut être engagée, soit au tribunal administratif pour des autorités qui ont outrepassé leur pouvoir, ou des procédures en indemnisation. En attendant, les déguerpis d'un combat, Bonaberi, point kilométrique 14 à 17, Diboum 1, ont comme principale urgence leur indemnisation. Eh bien, vous avez donc eu droit à ce reportage de Serge Alaoutou et Georges Mitterrandam qui portait sur ces acteurs de la question foncière et des droits de l'homme, qui réfléchissaient donc sur la mise sur pied d'un document cadre supposé proposer des alternatives pour la problématique des évictions forcées dans la ville de Douala. La suite, c'est avec la voirie, la communauté urbaine de la ville de Bamenda qui a du pain sur la planche au vu du mauvais état ou alors du piètre visage que présentent les différentes routes qui desservent le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Le constat dans ce reportage de Ginny Edmond et Sam Severango. Vivre à Bamenda aujourd'hui comme hier, un véritable casse-tête pour les automobilistes, motocyclistes et autres usagers qui arpentent ces routes en état de dégradation très avancée. La capitale régionale du Nord-Ouest n'a pas connu d'embellissement depuis maintenant belle lurette. Et une des conséquences de cet abandon est perceptible sur ces artères qui ne font plus penser qu'on est en zone urbaine. Et tout naturellement, les populations désabusées disent leur ras-le-bol. Le gouvernement ne fait absolument rien concernant à moins d'un kilomètre du rond-point de Bamenda, à moins d'un kilomètre, la route est dégradée. On ne sait même pas quoi dire. L'état de la route. Les usagers ne peuvent même pas circuler, les hommes, les passagers, tout le monde, personne ne circule pas bien. Vous voyez vous-même comment est vraiment à moins d'un kilomètre de la route, c'est pas bien. En plus du phénomène des coupures régulières du courant électrique, les habitants de Bamenda, pour la plupart des anglophones, reconnaissent que des efforts sont souvent faits seulement
en période préélectorale pour tenter d'atténuer l'ampleur de leur souffrance. Les travaux d'aménagement de cette voirie urbaine pourraient être lancés si cela était précédé d'une nette volonté politique. À bien y regarder, malheureusement, Bamenda souffre des effets collatéraux d'un conflit qui met aux prises des hommes politiques de différents bords. Mais il reviendra toujours à la mairie, quel que soit son occupant, de songer à revêtir ce tracé par du bitume. Examen officiel 2015, on s'intéresse dans ce journal à ces centaines de candidats qui affrontent depuis ce matin les épreuves du GCE Advanced et Ordinary Level, notamment ceux du sous-centre écrit du lycée bilingue de Dedo. Il faut dire qu'il en sera ainsi pendant les 3 prochaines semaines. Le constat fait par Dani Warenzede et Eric Massian-Djoumou. Dans certaines salles, les candidats revisent dans l'attente de la prochaine épreuve. Au niveau de l'administration du lycée bilingue de Dedo, on dit avoir tout mis en œuvre pour un déroulement normal de cet examen. Bias Pascal est le chef de centre d'examen du lycée bilingue de Dedo. Rendu au 3e jour, nous constatons que ça continue à aller dans le bon sens. Les surveillants de salle sont toujours en place, ils s'acquittent très bien de leurs tâches. Les candidats sont à l'heure, malgré les intempéries, malgré les fortes pluies qui s'abattent à Douala. Ils se forcent d'être là. Le sentiment est partagé par les candidats qui estiment que tout se passe bien depuis lundi. Le GC, ça se déroule bien. On a bien commencé lundi avec Economics. Hier, on a eu History et aujourd'hui, on a Géographie. C'est pas si dur. Je ne peux pas dire que j'ai mal travaillé. Bon, j'espère quand même avoir la note sur ce que j'ai commencé avec et j'espère bien finir. Alors, GCE Advanced Level se déroule. Bon, ce n'est pas trop difficile comme on pensait, mais on se débrouille quand même. Tous n'ont pas passé toutes les matières, car dans le système scolaire anglo-saxon et surtout pour cet examen, les candidats choisissent les matières à passer, d'où la différence fondamentale avec le système d'enseignement francophone. Au moment de l'inscription, il a la possibilité d'avoir à sa disposition son individual timetable, c'est-à-dire après l'inscription, il sait déjà qu'au mois de juin, il va composer tel jour dans telle ou telle matière. Et la particularité aussi dans le GCE, d'une manière générale, c'est que le candidat choisit les matières dans lesquelles il va compétir. Or, dans le bac, pour ce qui concerne le bac d'enseignement général du système francophone, on compétit dans toutes les matières qui sont au programme. C'est la raison pour laquelle, au lieu de 4 à 5 jours, comme c'est le cas avec le baccalauréat, le General Certificate of Education Advanced et Ordinary Level s'étale sur 3 semaines. De nombreux candidats rencontrés en ont encore pour plusieurs jours. En tout, certaines personnes composent 8, certaines personnes 7, et qu'on peut même qui va faire autour 3. Donc je finis lundi. Il me reste encore une semaine et demie. Toute la semaine-ci et la semaine prochaine. Rappelons que cet examen est organisé par le GCE Board, équivalent dans le système francophone de l'Office du bac. L'École supérieure des sciences économiques et commerciales a procédé ce jour au lancement de sa 35e édition de parrainage professionnel dont le but est de préparer l'insertion socio-professionnelle de ses étudiants. Le compte rendu de Jean Junipek et Albertine Bidjaga. Une conférence aux allures de cours magistral pour servir de trame de fond au lancement de cette 35e édition de parrainage professionnel de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il s'agit au cours de cet événement de tradition pour les étudiants de l'ESSEC, inscrits en 3e année, de se trouver des parrains, entendus ici des professionnels déjà en activité, dans le but de les guider et de faciliter leur insertion dans le monde des entreprises. Il y a des personnes parfois qui confondent le concept de parrainage à une histoire peut-être de mysticisme et se disent peut-être que c'est une affaire de prise en charge financière et autres. Non, le parrainage ce n'est pas ça. Le parrainage, il est question d'attribuer un parrain qui jouera le rôle peut-être de père, peut-être de grand frère, mais beaucoup plus le rôle d'accompagnateur en termes d'éducation et d'éthique pour le filleul que nous sommes. Le parrainage professionnel est donc important pour les futurs managers que sont les étudiants de l'ESSEC, car il représente pour eux une voie d'initiation aux valeurs professionnelles.
Et parlant justement de ces valeurs, la promotion DESC 2013 entendait diplôme d'études commerciales, organisatrice de cette conférence de lancement, a choisi de s'intéresser à la responsabilité sociale, ses défis et ses enjeux pour le manager. On se dit qu'il est dans tous les cas important pour une entreprise de pratiquer la RSE, tout au moins certaines dimensions de la RSE, parce que ça permettrait même à l'entreprise vraiment de pouvoir protéger son l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et on dirait que c'est tout bénéfique pour cette entreprise-là. Cette édition de parrainage professionnel connaîtra son apothéose au cours d'une soirée de gala pendant laquelle les étudiants pourront échanger avec des professionnels en activité et faire le choix de leur parrain et vice-versa. Le village Babichoua, nous sommes là dans l'arrondissement de Tonga, région de l'Ouest Cameroun, dispose désormais d'un centre d'état civil secondaire. L'officier du dit centre, à la personne du chef supérieur, Choubia Antoine, a été installé dans cette fonction il y a quelques jours par le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga. Retour sur cette cérémonie rehaussée et riche en sons et couleurs avec Jérôme Nassi Sobzé. Officier d'état civil du centre de Babichoua et secrétaire d'état civil du centre secondaire de Babichoua. Le village de Babichoua, dans l'arrondissement de Tonga, département d'Undé, est désormais doté d'un centre d'état civil secondaire. La cérémonie d'installation des nouveaux responsables de ce centre, à savoir Sa Majesté Choubia Antoine, chef traditionnel du même village, et M. Mokumu Prosper, secrétaire général du dit centre, a eu le samedi dernier. Cérémonie présidée par M. Nzana Yves Bertrand, sous-préfet de l'arrondissement de Tonga. Le centre d'état civil est donc quelque chose d'important. Et heureusement, nous sommes honorés parce que, comme très peu le savent, Tonga, à ce jour, dispose d'un centre principal d'état civil qui est à la mairie, d'un autre centre qui est créé mais qui ne fonctionne pas depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau centre et nous souhaitons qu'il fonctionne. Au cours de la dite cérémonie, qui a drainé dans le dit village, un parterre d'invités et élites du coin, le docteur Choubia Antoine n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit du gouvernement. Je voudrais tout simplement rappeler qu'à notre intronisation à la tête de la chefferie Babichoua, nous avons résolument décidé de tourner le dos à cette pratique et de mettre le bien-être des populations au centre de notre action. Une séance de travail s'est par la suite tenue à la chefferie Babichoua afin d'examiner non seulement les problèmes qui minent le village, mais aussi et surtout attirer l'attention des personnes tapies dans l'ombre et qui constituent un frein au véritable décollage du village de Babichoua. Comme monsieur le maire considère, le jour où le maire, en tant qu'autorité principale de la commune, va considérer que notre chef est un chef comme le chef Banunga, au même titre, et que dans la tradition, le grade n'est qu'un processus administratif. Et tout ce que vous écrivez à Yaoundé, là, on connaît. Quand le maire considérera que la commune de Tonga est une commune d'arrondissement qui a ses particularités, ses spécificités. Il est toujours absent quand les Babichoua l'invitent, j'espère qu'il sera là pour qu'on lui explique même vraiment cette histoire. Il est à noter qu'avant cette cérémonie d'installation, Sa Majesté Choubia Antoine et M. Mokumu Prosper ont prêté serment au palais de justice de Banganté qui les a par la suite renvoyé les de leurs fonctions. Eh bien, nouvelle journée difficile que vient de vivre la FIFA après la démission annoncée hier de son président. L'étau se resserre. Interpol a émis 6 avis de recherche, dont 2 visant d'anciens responsables de la Fédération internationale de football. L'association, et d'après la presse américaine, c'est désormais Sepp Blatter qui est visé par une enquête. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. 6 visages,
tous placés sur la liste rouge d'Interpol. 2 anciens responsables de la FIFA et 4 dirigeants d'entreprises de marketing sportif. L'enquête sur des affaires de corruption au sein de la FIFA s'accélère. D'après plusieurs médias américains, le départ surprise de Sepp Blatter est directement lié à ses avis de recherche internationaux. Selon la chaîne ABC, il ferait déjà l'objet d'une enquête du FBI. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur l'identité d'autres individus qui font ou ne font pas l'objet d'une enquête. Les autorités suisses ont une enquête en cours, une enquête qui couvre entre autres l'attribution de la Coupe du Monde 2018 et 2022. La justice américaine se penche aussi désormais sur l'attribution des 2 prochaines Coupes du Monde, mais aussi sur celle de 2010 en Afrique du Sud. Au centre de l'affaire, 10 millions de dollars. Pretoria aurait donné cet argent à Jack Warner, l'ancien vice-président de la FIFA. En échange, il aurait apporté son soutien pour que le pays se voie attribuer la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud admet qu'une telle somme a été versée en toute légalité, mais à l'intention d'un fonds de développement du football, dont Jack Warner était alors le président. Nous souhaitons démentir catégoriquement que notre pays et notre gouvernement aient soudoyé quiconque pour sécuriser les droits de la Coupe du Monde 2010. Toujours selon la justice américaine, ce transfert de 10 millions de dollars aurait été supervisé par Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA. Je n'ai aucune raison de dire que je devrais ne pas rester secrétaire général par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que je n'ai aucune responsabilité, aucun reproche à me faire. L'enquête remonte progressivement en direction de la présidence de la FIFA. Et si l'ère Sepp Blatter s'achève, les procédures pénales, elles, se poursuivent. Les autorités suisses ont indiqué que sa démission n'avait aucune incidence sur l'enquête en cours. Eh bien, Joseph Sepp Blatter, qui va quitter son poste de président de la Fédération internationale de football association au cours des prochains mois, aura donc été une personnalité qui a marqué le football mondial pendant plusieurs décennies. Son portrait est dressé ici par Sandrine Yamga. Son visage, quelque peu ridé, ne passait plus inaperçu. Avec détermination, Joseph Sepp Blatter a toujours porté la voix de la FIFA, qu'il a comme dirigé d'une main de fer depuis 17 années. Il connaît d'ailleurs tous les couloirs de la maison du football mondial. Il y est entré en 1975. 6 ans plus tard, il trône au secrétariat général de l'instance, et ce jusqu'en 1998. Année durant laquelle il accède au poste de président en remplacement de João Havelange, le Brésilien. Joseph Sepp Blatter affirme avoir rendu le sport universel. Peut-être vrai. L'on sait qu'il s'est personnellement impliqué et investi dans l'attribution de la Coupe du Monde de 2010 à l'Afrique du Sud. Le Suisse de 79 ans est présenté comme le tout-puissant du football mondial, mais il a montré ces derniers jours des signes de fébrilité avec cette affaire de corruption qui a éclaboussé ses proches collaborateurs et surtout le navire dont il était jusque-là le capitaine. 40 ans au sein de la maison FIFA, et Joseph Sepp Blatter est devenu indéboulonnable, du moins jusqu'au 2 juin 2015, date à laquelle, comme dans un film hollywoodien, s'estimant impopulaire, Joseph Sepp Blatter dépose les armes et se rend. Restons en sport, cette fois sur le plan local, pour parler de ce passage en force des statuts et du règlement intérieur de la Fédération camerounaise de football. Il a donc fallu recourir plusieurs fois au vote pour que les différentes parties accordent leur violon, notamment sur la compétence de la chambre d'arbitrage, mais également la représentativité au comité exécutif. Voici les résolutions au sortir de cette assemblée générale de la FECAFOOT à Yaoundé avec Joël Essengue et Marcelin Ganson. Toute une journée de blocage et au bout du compte, quelques concessions, puisque les textes soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ont été adoptés par 63 délégués contre 34. Parmi les 34, Essomba Eyenga, qui n'a pas dissimulé sa déception. Notre côté a obtenu 34, donc on avait la minorité de blocage. Ils ont donc voulu forcer, ils ont forcé. Nous allons partir à la chambre de conciliation. De la chambre de conciliation, parlons-en, puisque sa compétence a fait jaser ces derniers temps. Après également une série de blocages, les différentes parties ont convenu de l'épuisement des voies de recours internes avant toute tentative au niveau des juridictions supérieures. Nous avons dit que en cas d'épuisement des recours internes à la FECAFOOT et ses membres s'engagent à ne saisir la Chambre qu'en cas de voie
d'épuisement des recours internes. Je crois que cela est tout à fait clair. L'Assemblée générale a également décidé de l'octroi d'une place supplémentaire au sein du comité exécutif à la région du Nord. Le vote a tranché avec un écart d'une voix, ce qui n'a pas dilué la frustration des autres régions, et notamment l'extrême nord et le centre, qui sollicitaient logiquement un ajout. Pour ce qui est de la reprise du championnat régional, rendez-vous a été pris le week-end prochain. Le service du football, le service sportif est un service public et il obéit à la règle de la continuité. La FECAFOOT n'entend pas encourager une interruption des championnats. Des mesures seront donc prises par cette commission et cette commission va prendre des mesures et ces mesures seront notifiées aux intéressés pour que le championnat puisse continuer. S'il y a des problèmes techniques, on verra comment on peut les résoudre. En faisant des concessions, les différentes parties ont permis que l'on sorte de la navigation à vue. C'est ce que l'on souhaite, même s'il n'est pas exclu que d'autres tensions surviennent au regard des positions des uns et des autres. Nous demandons à toutes les parties, les concessions ayant été faites, d'apprendre à régler ces problèmes, parfois par dialogue. Je pense qu'il n'est pas toujours bon d'aller à la FIFA, qu'il n'est pas toujours bon d'aller au TAS, que certains problèmes peuvent se régler ici. Eh bien, il faut dire à la suite de Marcelin Gansop que les nouvelles dispositions de l'article 78 querellé au cours de cette assemblée générale à la FECAFOOT exigent d'épuiser au préalable toutes les voies de recours en interne à la FECAFOOT avant de toute action auprès du tribunal arbitral de sport. Voici plus de précisions avec Hervé Kemier. L'adoption des nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football n'a pas été une partie de plaisir. Les débats ont surtout achoppé sur la validation de l'article 78 portant sur l'arbitrage devant la Chambre de conciliation du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Pour les caciques de la FECAFOOT, cette disposition ancienne sur l'arbitrage et la médiation présentait des insuffisances et bien d'autres. Après les débats houleux sur la question, il ressort qu'en cas de litige sportif, il faudrait d'abord épuiser toutes les voies de recours en interne de la Fédération camerounaise de football avant de saisir le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Selon les nouvelles dispositions de l'article 78, ce n'est en effet qu'en cas d'épuisement de toutes ces voies de recours que l'une des parties engagées dans le dit litige peut saisir la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, avant de faire appel enfin au tribunal arbitral du sport. En clair, les décisions rendues des litiges traités directement à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ou au TAS seront nuls et de nul effet pour la Fédération camerounaise de football. Pour l'Assemblée générale extraordinaire qui a tranché sur ces nouvelles dispositions de l'article 78, les voies de recours respectives et disponibles à la FECAFOOT sont les suivantes. La commission de recours, la Chambre nationale de résolution des litiges, la commission électorale de recours et du tribunal arbitral du football qui verra bientôt le jour. Il faut dire que l'annonce de la démission de Sepp Blatter est tombée au moment où se tenait du côté de Yaoundé cette assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Occasion saisie par nos reporters Emmanuel Job et Guy Zogo de recueillir les avis de quelques membres qui prenaient part à cette assemblée générale. Suivez plutôt. Sepp Blatter, le président de la FIFA tombé, tous les regards se tournent vers la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. De fait, l'équipe dirigeante sortante de cette instance, amenée hier par Iya Mohamed, aujourd'hui emprisonné, auquel veut succéder Tombi Aroko, est accusée généralement de collusion avec le président démissionnaire de la FIFA et son entourage. L'annonce de la démission de Sepp Blatter, survenue alors que les travaux de l'Assemblée générale étaient en cours, a été accueillie avec philosophie par les membres de cette Assemblée. Tout le monde aime le football. Je crois qu'à 70-95%, tout le monde aime le football. Et aimer ce football, c'est quand on le voit être pratiqué sur le terrain. Mais quand il sort du terrain et que ça devient très très compliqué, c'est-à-dire que ça devient les affaires, ça devient de la haute politique, on aboutit à la démission. Chez les proches d'Ia Mohamed et de Tombi Aroko, c'est toute une autre histoire. Pour eux, il n'y a aucune inquiétude à se faire pour la FECAFOOT. Directement pour la FECAFOOT, il n'y a pas de conséquences, je ne vois pas du moins, sauf à le démontrer peut-être d'ici peu, mais en réalité directement je ne vois pas. La préoccupation se fait plutôt au sujet de la CAF
donc de l'Afrique qui a perdu en Blatter un ami. Pour l'Afrique, il y aura une conséquence parce que M. Blatter portait quand même l'Afrique dans son cœur. Ce n'est pas sûr que son successeur ou bien les lobbies qui sont en train de bagarrer pour prendre en otage la FIFA vont également accepter cette politique de redistribution qu'il a menée. Chez les proches d'Ia Mohamed, Blatter a beau être parti, le ballon reste toujours rond à la FECAFOOT. Ceux qui viennent vont également être des amis de la FECAFOOT parce que la FECAFOOT est associée et elle fonctionne conformément au règlement en vigueur. Il est clair pour les pro-IA qu'il n'y a pas eu révolution à la FIFA, mais simplement continuité. Cette information à caractère publicitaire avant de refermer ce journal, Orange Cameroun et de l'Ordre des avocats au barreau sont désormais connectés. Les deux parties viennent de signer un accord cadre qui va permettre aux avocats d'accéder aux services de la 3G+, et à d'autres facilités à des tarifs préférentiels. Reportage. L'avocature change avec Orange. C'est le cas de le dire, au regard de la pluie d'avantages qui arrose désormais les hommes à la robe noire. Des avantages tirés de cet accord cadre signé à Yaoundé entre Orange Cameroun et l'Ordre national des avocats au barreau. C'est en fait un mariage gagnant-gagnant, précédé d'âpres négociations entre les deux parties, avec au bout du compte un légitime soulagement. Avec cet accord cadre, les avocats se voient simplifier la vie dans l'exercice quotidien de leur activité. Il n'était pas question pour eux de passer à côté du train de la 3G. Pour les avocats, un des bénéfices de ce contrat que je viens de signer, c'est la gratuité des communications entre eux. Et Dieu seul sait que dans une profession, les gens ont besoin de se parler. Les avocats communiquent entre eux au quotidien, qu'ils soient en face ou qu'ils soient opposés dans les procédures. C'est surtout une réduction des charges des cabinets d'avocats par la réduction du coût de leur communication téléphonique. Tous les cabinets d'avocats consomment en moyenne 15 à 20% de leurs charges en communication. Alors si vous leur enlevez 15 à 20% des charges en communication, il est évident que vous facilitez leur exercice professionnel. La possibilité de leur permettre un accès à Internet et notamment à la nouvelle 3G, à la 3G+ d'Orange. Pour Orange Cameroun, c'est un marché non négligeable que celui que constituent les avocats inscrits au tableau de l'ordre. C'est une tradition de proximité chez Orange. La proximité est une de nos valeurs. Être plus proche de nos clients, accompagner leur business, c'est une tradition chez nous. Nous avons signé, comme nous l'avons dit, avec plus de 500 entreprises au Cameroun. Il était important que cet illustre ordre, celui des avocats, rejoigne cette famille qui se met en place au Cameroun. Une grosse famille de 3000 personnes, c'est pas rien, mais Orange a les structures, a la capacité, a les process, a les personnes qui sont capables de les prendre en charge. 500 entreprises ont signé avec nous, c'est plus de 20 000 clients qui sont derrière. Accueillir 3000 nouveaux, c'est pas sorcier pour Orange, nous savons le faire. L'accord cadre est signé pour une durée d'1 an. Mais on a bien vu la soif des deux parties de le renouveler dès qu'il arrivera à échéance. À l'ère de la 3G et des facilités qu'elle induit, Orange Cameroun offre à sa clientèle des solutions innovantes et performantes. C'est une solution qui est un package dans lequel vous trouvez de la data, de la voix, des SMS. L'idée, c'est que un client entreprise au Cameroun ne se pose plus de questions. Où est-ce que je trouve ma data? Où est-ce que je trouve ma voix? Où est-ce que je trouve mon SMS? Donc je trouve tout ça dans ce package qui est l'offre Orange Business, qui me permet de communiquer, de maîtriser mon budget, de communiquer sans contrainte quand je le souhaite et de faire des économies substantielles. Cette offre, nous passons d'une tarification qui était à 60 francs et qu'aujourd'hui à 30 francs par exemple, vers les destinations Orange. C'est une perche que l'ordre des avocats a saisie au bon, afin que l'avocature change avec le leader de la téléphonie mobile au Cameroun. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20 h. Bonsoir.